La Compagnie des Glaces, tome 2, chapitre 5. Un peu avant midi, un gros homme s'installa à l'autre bout de la salle et commanda une bière chaude. Il l'avala avec des petits pains sucrés. Au bout d'un quart d'heure, Lien finit par reconnaître le gouverneur Sadon, mais le déguisement du père de Floa était parfait. Il portait des vêtements en cuir de maquignon, avait rasé sa moustache grise et avait dû se rougir le visage avec une crème pour avoir cet air de bon vivant des revendeurs de bestiaux, toujours prêts à boire un coup. Lorsqu'il comprit que Lien l'avait reconnu, le gouverneur sortit et le glaciologue le suivit à distance. Sadon s'éloignait vers les bas quartiers. N'hésitez pas à descendre des quais pour traverser les réseaux de rails. C'était interdit car les draisines et les machines haut le pied ne ralentissaient pas pour autant. Il se faisait injurier par les pilotes, mais bientôt Sadon pénétra dans un groupe de voitures qui formait une bâtisse assez lourde d'apparence. Lien s'en approcha, escalada le perron de 4 marches. Il tomba nez à nez avec une espèce de matrone qui se déplaçait en fauteuil roulant. Bien qu'elle soit en dessous de lui, elle le toisait avec un air peu commode. « Que voulez-vous, jeune homme ? Ici c'est une maison bien, on n'accepte pas les vagabonds. » Sa tenue médiocre ne plaidait pas en sa faveur. « Je viens avec un ami, dit-il. Il vient d'entrer et... Chambre 17, par la gauche. » Il inclina la tête, suivit un couloir étroit à l'air étouffant. Cogna à la portière 17. « Entrez, dit une voix de femme. » Il ouvrit et faillit refermer à cause de cette fille nue qui était à 4 pattes sur une couchette très large. « C'est bien ici, dit la voix de Sadon. Vous n'avez rien à craindre. » Sadon était allongé sous la fille, qui lui faisait l'amour en s'empalant sur lui. « Juste une minute, dit le gouverneur très à l'aise. » Lien se tourna vers la vitre, mais comme elle était garnie de verres dépolis, elle faisait miroir. Il assista malgré lui au plaisir du gouverneur qui haletait de plus en plus fort, puis poussa un drôle de cri. Il y eut des murmures, la porte s'ouvrit, se referma, et alors qu'il se retourna, le gouverneur avait le bas du corps masqué par le drap. « Ne m'en veuillez pas. Je connais cette maison depuis longtemps. Je protège la matrone. Sans moi, elle se serait depuis longtemps fait arrêter. Mais j'ai quand même profité de l'affaire pour consommer cette fille qui est experte. » Lien s'assit sur l'autre banquette. Attendit. « Je vous remercie d'être venu, dit Sadon. J'ai besoin de vous, car je ne peux me fier à personne. Il cherche à m'avoir, et sans Floa, je suis perdu. Si vous repreniez tout depuis le début. » Oui, d'accord. Vous savez que Floa a été enlevée par cette bande de brigands. Elle et d'autres gros actionnaires. Puis un instituteur de Swap Station, Lucas Beryl. Il a été libéré avec les exigences des pirates. Leur chef se nomme Kurt. Il ne s'en cache pas. Nous ignorons d'où ils viennent et l'endroit où ils se cachent, mais ils disposent d'un vapeur monstrueux capable de détruire un de nos cuirassés. Vous voyez que ce ne sont pas de petits voyous sans envergure. Payez la rançon, ils vous rendront votre fille. Je ne crois pas que ce soit si simple. Beryl est chargé de faire l'intermédiaire, mais il est fonctionnaire de la compagnie. Vous aussi, justement. Je ne me fais guère d'illusions. C'est grâce aux actions que possédait ma femme, puis que ma fille a reçu en héritage, que j'ai droit à ce poste. Par moi-même, je ne serais rien d'autre qu'un contrôleur de la sécurité. Vous n'ignorez pas qu'il y a eu un complot pour porter à la tête de la compagnie les hommes de la sécurité et les néo-catholiques. Ils ont fait un pacte du diable, mais laissons cela. Si ma fille disparaît ou qu'on ne retrouve pas ses actions, je suis perdu. Votre fille aussi, oui, mais en prenant cette flèche d'argent qui emportait tous les actionnaires importants, puis de plus petits, qui représentaient quand même 40% des porteurs, Floa ne savait pas qu'elle était condamnée. Ce pirate travaille pour les comploteurs ? Oh non, en fait, son intervention a sauvé la vie de tout. La flèche d'argent était programmée pour être dirigée vers la zone de combat. Elle aurait été détruite par un missile attribué à l'ennemi, bien sûr. Le tour était joué, mais cette espèce de pirate a tout gâché. Voilà pourquoi j'ai peur pour Floa. Les comploteurs, surtout la sécurité, n'accepteront pas qu'elle revienne sur le devant de la scène publique. Un instant. Comment avez-vous su que la flèche d'argent allait être dirigée vers un piège ? Ce pirate, Kurt, a fait analyser les schémas de la route par ses techniciens et l'a découvert. Il en a fait part à ses prisonniers et surtout à Lucas Beryl. Ce dernier est venu directement chez moi quand il a été libéré. La sécurité ne l'a récupéré qu'après, mais il a pu me raconter ce qu'il avait appris. D'ailleurs, il se doutait de quelque chose. L'accueil à bord de la Flèche d'Argent était si fastueux, si surprenant, que lui et sa collègue, une certaine May Clayty, ont eu des doutes.
On leur a servi par exemple des aliments et des boissons qui sont censés avoir disparu de la surface de la Terre. En fait, des fermes modèles abritent des vignes produisant du champagne, d'autres des oies et des canards élevés pour leur foie, et ainsi de suite. La sécurité a interrogé ce Beryl? Oui, mais elle ne peut le torturer sans récit. Il est déjà une victime célèbre. Tous les parents des gros porteurs d'action ont voulu le rencontrer. Ce sont des pontes de la compagnie. Beryl est couvé, chouchouté. Mais les comploteurs préparent leur revanche. Je pense qu'ils vont essayer de localiser la planque du pirate. L'attaquer pour que les otages soient liquidés de toute façon, soit par Kurt, soit par eux. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Que vous doubliez Beryl lorsqu'il emportera la rançon, que vous le suiviez sans être repéré, que vous retrouviez Floa et l'avertissiez du danger. Je n'ai que vous. Je vous fais entièrement confiance. Floa vous connaît. Que m'offrez-vous en échange? L'immunité d'abord dans la 17e province, puis plus tard sur le domaine de la concession, quand nous aurons liquidé ceux qui veulent nous abattre. Lien fit la grimace. Vous aviez promis autre chose, des révélations sur Unfung. Quoi, vous persistez à vous passionner pour cet obscur généticien? C'est absurde. Jamais vous n'intéresserez la majorité des gens à cette affaire. Ce sera une lutte stérile qui vous prendra la vie entière sans le moindre espoir de réussite. Même minime, alors que vous pourriez vivre tranquille, riche et heureux. Avez-vous, oui ou non, des révélations à me faire sur Unfung? Répliqua très sèchement Yen. Le gouverneur le regarda avec un sourire conciliant. Il tira sur un cordon en velours. Nous allons boire et manger quelque chose. Si vous voulez aussi profiter d'une jolie fille. Je vous ai posé une question, tout à l'heure. Une fille entrouvrit la porte, regarda avec surprise le curieux spectacle qu'offraient ces deux hommes assis face à face, le plus âgé et le plus gros à moitié dévêtu. Apportez-nous à boire et quelque chose à manger, ce que vous avez de mieux. Lorsqu'elle fut repartie, Lien insista encore, et le gouverneur accepta de fournir quelques précisions rapides. Vous avez retrouvé l'ouvrage de Unfung sur ses expériences de génétique. Vous le faites rééditer à des centaines d'exemplaires, et j'en ai eu un entre les mains. La voix oblique explique bien des choses, mais il est incomplet. Ce qui vous manque, ce sont les travaux de Unfung, les résultats précis de ses expériences, et pas seulement le récit qu'il en fait. Vous avez tout cela? J'ai mieux. La fille revenait avec de l'alcool, des tartines recouvertes d'un pâté et d'autres de confiture, mais tout cela avait très bon goût. La patronne de ce lupanar devait avoir de bonnes adresses et surtout les moyens. Je sais où se trouve l'ancien laboratoire d'Unfung. Vous bluffez ou quoi? Le gouverneur mangeait goulûment et ne pouvait répondre la bouche pleine. Il remplit les verres d'une vodka à goût délicieux. Yen n'avait jamais bu la même. Pour ses expériences, Unfung a eu besoin de beaucoup de place, d'énergie, de cobayes. Cobayes humains, j'entends. Lien frissonna. Ce Fung n'était pas un sentimental, d'après ce que j'en sais. Il voulait créer une nouvelle race d'hommes pouvant résister au froid. Il lui fallait travailler sur des êtres vivants. Je crois qu'au début il a utilisé des animaux, d'abord des rats, puis des rennes. Il doit exister quelque part un troupeau de rennes qui résiste à nos basses températures. Je sais que la compagnie donnerait une fortune pour les trouver. Mais de quoi se nourrissent-ils puisque l'herbe n'existe plus naturellement? C'est pourquoi ils sont remontés vers le nord, là où la couche de glace est la moins épaisse, là où des sources chaudes dénudent la prairie de lichen. De toute façon, ces animaux seraient fort intéressants puisqu'on pourrait les laisser dehors en se contentant de les nourrir. Mais ce laboratoire, il existe quelque part, la compagnie ne l'a jamais retrouvé. Vous êtes sûr? Absolument. Lorsque Unfung est tombé malade, il a dû le quitter et revenir dans une ville, F-Station. Mais le laboratoire a dû fonctionner grâce à ses assistants, je suppose. Il lui fallait 2 générations pour savoir si sa découverte était satisfaisante, au minimum 30 ans. Je ne crois pas qu'il a pu rester en vie jusqu'à la fin de ce délai obligatoire. Il n'a jamais su s'il avait réussi. Mais alors, la voix oblique. Sadon avala un verre d'un coup, se remit à manger avec appétit. La première partie est exacte, mais dans la seconde, il n'émet que des hypothèses et des extrapolations. En fait, je pense que son ouvrage a été terminé par quelqu'un d'autre, ou par plusieurs personnes. Il ne parle jamais du crétinisme des créatures, les hommes roux. Il oublie complètement. Il a dû modifier leur système thyroïdien et c'est très dangereux. Peut-être est-ce une sorte d'obligation pour survivre dans le froid, devenir un homme avec un QI de 6 ans et même moins. Si c'est à ce prix, merci. Vous oubliez que vous êtes un privilégié de la compagnie et que les 4/5 de la population sont dans une sorte d'esclavage. Elle ne souffre ni de faim ni de froid, protesta le gouverneur. Elle bouffe de la saloperie et grelotte à longueur de vie, dans des maisons mobiles, mal calorifiées. Vous le savez bien, quand vous allez vous prélasser dans votre club, qui est à l'image de l'ancienne Tahiti, lorsque vous baignez dans une fausse mer à 30 degrés,
Vous ne vous souvenez pas que les gens n'ont pas plus de 10 degrés dans leurs cellules d'habitation et qu'ils n'ont que des aliments de mauvaise qualité. Ils ne voudraient pas devenir des hommes roux. La compagnie a su les en dissuader. La compagnie a besoin d'esclaves pour qu'une minorité profite au maximum des ressources réservées que l'on ne peut distribuer à la masse. Pour produire des biens, il faut du monde. Si nous en revenions à notre marché, si vous ramenez Floa saine et sauve, je vous donne les coordonnées de ce laboratoire. Je ne suis pas forcé de vous croire. Cette histoire peut être fausse. Et si elle est vraie, vous pouvez vous dédire au dernier moment. Non, dit Sadon, je tiendrai parole. Mais j'ai pensé que vous feriez de telles objections. Il attira ses vêtements posés sur le fond de la couchette et fouilla dedans. Il en tira un petit carnet noir et le tendit à Lien. Lisez ceci. Qu'est-ce que c'est? Le journal de bord d'un assistant de Hunfung. Il raconte ses derniers jours au laboratoire et comment il s'en est enfui lorsqu'il a appris la mort de Hunfung. Mais comment l'avez-vous eu entre vos mains? C'est un document inestimable. La bibliothèque du palais, de mon palais, a toujours été très renommée. Il y a 50 ans, il y avait un certain Rosal, qui lui aussi s'est intéressé, malgré le danger d'être poursuivi par la compagnie, à Hun. Il a fait des recherches très longues durant toute sa vie. Voici l'origine de ce carnet noir. Vous auriez pu le trouver vous-même dans la bibliothèque, quand vous l'avez fouillé.